Dominique, muchas gracias. Muchas gracias. Peter Eisenman, mais quand même, je montrerai aujourd'hui quelques images et quelques films. Et également sur la question théorique, je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler. Moi, je chercherai aujourd'hui plutôt à présenter la question conceptuelle, c'est-à-dire essayer de comprendre pourquoi, effectivement, et là Peter Eisenman a raison, pourquoi l'histoire a disparu de notre culture architecturale. C'est-à-dire pourquoi l'histoire, aujourd'hui, n'est plus, pour les architectes contemporains, un élément suffisant de référence pour concevoir l'architecture. Aujourd'hui, ma génération, et surtout encore plus les générations plus jeunes, sont des générations qui sont de plus en plus sensibilisées, concernées et intéressées par la dimension géographique, par la géographie. C'est-à-dire qu'on a assisté à la fin du XXe siècle à une substitution entre l'histoire et la géographie. Et ce changement, cette modification conceptuelle et de sensibilité est quelque chose qui me semble extrêmement fondamental pour pouvoir imaginer ce que seront nos architectures dans le futur. Car nos architectures dans le futur sont des architectures qui vont beaucoup plus s'intéresser au lieu, c'est-à-dire que avant tout était physique, rien n'était virtuel. Demain, tout sera virtuel et très peu sera physique. Et ce qui est peu, c'est donc précieux, ce qui est peu est rare, et le physique deviendra de plus en plus rare. La dimension émotionnelle physique sera quelque chose d'extrêmement, comment dirais-je, à protéger, à cultiver au sens culturel, au sens émotionnel. Et donc, en fait, je pense que cette architecture liée à la géographie, liée à un dispositif contextuel, est en fait quelque chose qui ne va pas disparaître, mais au contraire, qui va fonder en fait cette recomposition, reconstruction de nos émotions et de notre relation à notre environnement contemporain. Ça veut dire que du point de vue de l'architecture en termes de bâtiments, il y a évidemment une insuffisance aujourd'hui à construire des bâtiments. Un architecte qui construit un bâtiment, c'est un architecte qui construit des murs, des portes, des fenêtres, une verrière éventuellement, ou quelque autre mouvement dans la façade. Cette dimension est évidemment une dimension qui fonctionnait très bien jusqu'au XXe siècle, mais qui est totalement insuffisante pour rendre compte de la transformation de nos territoires. Ces territoires qui sont des territoires de plus en plus complexes, de plus en plus violents, de plus en plus abandonnés, de plus en plus denses, de plus en plus pollués. Ces territoires, en fait, ne peuvent se satisfaire d'une architecture qui s'écrit avec portes, murs, façades et toitures. Il s'agit donc en fait de tenter de penser l'architecture comme un élément de paysage, c'est-à-dire de considérer que ce que nous créons, ce sont des paysages artificiels, que la nature dans laquelle nous vivons est une nature artificielle, elle n'est pas plus désagréable que la nature naturelle, mais c'est notre nature que nous maîtrisons, une nature dans laquelle nous introduisons notre culture, dans laquelle, en fait, nous nous reconnaissons comme une civilisation aussi. Et donc, il y a là une dimension qui fait que l'artificiel devient une des composantes de notre environnement. Et si on dit que le paysage est quelque chose, en fait, d'artificiel, et qu'il n'est pas naturel comme au sens romantique tel qu'on l'a développé au XVIIIe siècle, en particulier avec toute la philosophie des Lumières, si on considère que le paysage est un élément artificiel qui se construit, alors on peut l'appeler la ville. Et la ville est en fait un paysage qui n'a plus cette dimension, comment dirais-je,
de rêverie liées à l'organisation des espaces de rue, des espaces d'habitation, des espaces de parcs, etc., mais qui a au contraire une dimension liée en fait à une modification de ce que l'on pourrait appeler le tissu urbain vers ce que moi j'appellerais une substance urbaine. C'est-à-dire que lorsqu'on parlait de tissu urbain, ça veut dire que c'est quelque chose qui est en deux dimensions, c'est donc une ville que l'on peut dessiner. Aujourd'hui, ce que je trouve tout à fait jubilatoire, même si évidemment c'est assez angoissant d'un certain point de vue, c'est que nous sommes dans une incapacité de dessiner la ville. Nous ne pouvons plus dessiner la ville, et je dirais que moi, je trouve que c'est vraiment une très bonne nouvelle. C'est-à-dire que nous sommes obligés, en fait, de dire que nous ne savons pas. Nous ne savons pas, en fait, ce que sera cette ville. Nous sommes incapables de la projeter comme une globalité. Donc, d'une certaine façon, nous sommes incapables d'être totalitaires, puisque le totalitarisme a, en fait, comme expression majeure, la capacité à dessiner la ville. Dessiner la ville, c'est contrôler la ville. Contrôler la ville, c'est, en fait, finalement, une position complètement réactionnaire. Et de ce point de vue-là, je trouve que l'idée d'introduire, en fait, la notion de territoire, mais pas au sens tel que l'ont développé, par exemple, la tendenza en Italie, qui est quand même fondamentalement liée à une culture stalinienne, enfin tout au moins marxiste. Donc il y a en fait la volonté dans la notion de territoire aujourd'hui, une dimension qui est aussi liée à une prise de conscience de la planète, d'une planète que l'on connaît complètement, d'une planète qui n'est plus à découvrir. Et cette, en fait, nouvelle perception de notre environnement, un environnement qui est en fait connu, nous oblige, et c'est pour cela que ce grand mouvement en fait lié à la protection de la planète existe, c'est que nous connaissons la limite aujourd'hui de notre planète. C'est un fait nouveau et qui nous oblige à prendre conscience de ce que seront nos villes et de ce que seront nos architectures. Ce qui est extrêmement troublant, c'est que en fait, cette dimension liée au développement durable, à la sustainability, ne produisent pas pour l'instant de nouvelles utopies. On aurait pu penser, si nous étions à la fin du XIXe siècle ou même au début du XXe, que cette espèce d'idée finalement qui est liée quand même à une forme de progrès, ou tout au moins à une recomposition de notre civilisation et de la culture de notre civilisation vers une protection de son patrimoine, de son histoire, de ses territoires naturels, de sa biodiversité, etc. Nous aurions pu penser que les architectes seraient touchés par la grâce de cette nouvelle vision du monde et qu'ils s'engouffreraient, ou tout au moins que leur imagination serait débridée et qu'elle pourrait en fait proposer de nouvelles utopies. Et comment dirais-je, cette considération, ou tout au moins cet espoir, pour l'instant, n'apparaît pas. Il n'y a pour l'instant aucune relation entre cette nouvelle perception de la planète et un projet utopique qui serait légitime que nous, architectes, nous arrivions à mettre en mouvement. Au contraire, ce dont on s'aperçoit en fait que nous n'avons jamais autant construit sur la planète. C'est-à-dire que les architectes vivent une époque absolument formidable du point de vue de la construction. Jamais l'humanité n'a autant construit de bâtiments, mais autant construit de villes. C'est-à-dire que nous sommes dans une situation totalement schizophrénique, totalement inflationniste, et en fait, nous sommes dans une espèce de
certainement une difficulté à gérer ce qui pourrait finalement nous permettre de penser la ville contemporaine avec la notion de bonheur, c'est-à-dire pourquoi aujourd'hui il est si difficile de vivre heureux en ville, pourquoi est-ce interdit ou impossible d'arriver à vivre heureux en ville, alors que la ville a toujours été en fait le lieu de la civilisation. Et donc nous avons aujourd'hui des villes qui sont des villes prédatrices, alors que la ville a toujours été pensée par l'homme comme une ville protectrice, un lieu de naissance, un lieu de développement, un lieu d'enracinement, un lieu de mémoire, mais aussi, évidemment, un lieu d'avenir, car la ville porte en elle tout ce qu'elle a, évidemment, tout ce par quoi elle a été marquée, mais aussi tout ce par quoi elle sera dans le futur, là aussi, marquée. Donc, cette espèce de problématique se pose par rapport, effectivement, à la question de la relation que nous avons avec le bâtiment en tant que construction. Et tout le travail qui est fait, sur lequel je n'ai pas parlé, vous avez remarqué, mais tout le travail que nous faisons est un travail qui pose la question de l'enveloppe. L'enveloppe, c'est-à-dire la tentative, d'une part, de mettre, comment dirais-je, de développer une maîtrise, plus exactement, de ce qu'on pourrait appeler le degré zéro de l'architecture. Cette espèce d'architecture réduite à son essentiel, pas à son minimum, mais à ce qu'elle peut être dans sa densité, dans sa conception, l'élément premier, fondateur, en fait réduit mais irréductible, qui permet, à partir de cette conception extrêmement, comment dirais-je, consciente de sa densité, de sa cohérence, de son efficacité, comment cette architecture peut en fait prendre place par rapport à une géographie, par rapport à un contexte, par rapport à un environnement. Je pense qu'elle peut le faire en introduisant une couche, et c'est effectivement la notion qui était également approchée tout à l'heure par Peter Eisenman, cette notion de couche, c'est-à-dire comment peut-on arriver à mettre en place une épaisseur, un espace, un lieu entre le bâtiment lui-même et son environnement, entre l'architecture elle-même et le contexte qui l'entoure, entre ce qui est la construction et le paysage environnant. C'est-à-dire, comment peut-on arriver à introduire une perception, des lieux, une physicalité qui transcende, d'une certaine façon, on pourrait dire plus exactement, transfigure la notion de bâtiment. Et je crois que cette idée d'enveloppement de l'architecture, qui par exemple ici est développée à Tenerife, avec une stratégie qui est exclusivement liée à une relation entre la géographie et la ville et l'urbain, comment en fait on va reconstruire cette topographie initiale. Vous avez ici une colline, cette colline que vous avez là, je ne sais pas si ça marche. Bon. Enfin, vous voyez la petite colline ici. Voilà, je vais faire. Voilà, vous voyez la colline ici, je pense. Voilà, exactement, c'est beaucoup mieux. Donc cette colline a été en fait décapitée durant la dernière guerre mondiale. Et sur cette colline ont été installées une batterie de canons anti, je ne sais pas quoi, mais anti. Toujours est-il que le travail que nous avons imaginé, c'est entre autres de, évidemment, développer la présence de la plage comme un lieu populaire, un lieu de sociabilité, un lieu de plaisir, un lieu de nature, même si cette plage
comme vous le savez certainement, est une plage totalement artificielle. C'est une plage qui a été construite dans les années 1970, car à Tenerife, le sable n'est pas blanc, le sable est noir, c'est une île volcanique. Ce sable blanc vient du désert du Sahara, à quelques 100 kilomètres d'ici, et sac par sac, cette plage est devenue en fait le Copacabana, si je puis dire, de Sant Andrés, de Santa Cruz, de Tenerife. Il y a donc en fait une fantastique dimension et relation plus exactement entre cette plage artificielle et le sentiment de naturel que l'on peut avoir lorsque on se promène dans cet espace. Et ce que nous avons voulu faire, c'est prolonger en fait la reconstruction du paysage originel en recomposant la colline initiale avec une architecture. Une architecture qui vient donc se poser, qui est un hôtel, et qui vient se poser sur la colline en considérant en fait la topographie comme le socle du bâtiment, avec une stratégie d'enveloppement, c'est-à-dire l'idée de développer une architecture ordinaire à l'intérieur, si je puis dire, de cette topographie qui est mise en œuvre par l'enveloppement d'un tissu métallique qui recompose les formes géologiques, si je puis dire, et donc la présence de la colline telle qu'elle était autour des années 30-40, et qui va permettre d'avoir en fait une relation entre l'architecture et la nature, qui est une relation d'abord de plaisir, d'abord de partage avec cet environnement, mais en même temps qui va non pas prolonger la ville, mais plutôt trouver entre ce dispositif architecture enveloppée une relation entre la nature et la frange de ce quartier, une espèce d'interface entre la plage elle-même et le quartier, le village de Sant Andrés. Il y a donc là, d'une certaine façon, l'idée d'une disparition de l'architecture au sens, d'une certaine façon, de la perception, mais aussi au sens de la création de l'interdit. C'est-à-dire que l'architecture est par définition l'art, si je puis dire, pour donner une formule un petit peu plus optimiste, de construire des murs. Mais l'art de construire des murs est un art qui crée de l'interdit. Effectivement, lorsqu'on construit un mur, on sépare. Ça ne veut pas dire que l'on sépare pour la mauvaise cause. On peut séparer pour protéger, on peut séparer pour en fait avoir aussi bien sa vie intérieure que sa vie extérieure. Mais le mur, quoi que l'on fasse, lorsqu'on est architecte, le mur sépare. Donc toute la question que moi je me pose, c'est comment peut-on, en étant conscient de la création de ces séparations, comment nous, architectes, pouvons mettre en œuvre des murs qui soient en fait des lieux qui permettent le passage du dedans vers le dehors, de la ville vers l'intime, du public vers le privé, c'est-à-dire comment peut-on utiliser ce fantastique espace, cette fantastique situation de séparation pour créer du lien, pour créer du paradoxe finalement, car je pense que là où l'architecture est la plus forte, là où elle est la plus émotionnelle, c'est lorsqu'elle est paradoxale, c'est-à-dire lorsqu'elle offre ce que l'on n'attend pas, c'est-à-dire une émotion qui touche l'intellect sans passer, ou plus exactement, pardon, vous voyez comme quoi le lapsus est encore bien enraciné, une architecture qui va directement toucher le cerveau sans passer par l'intellect. Merci.